Je vais demander à l'ensemble de l'équipe protection des cultures de l'ITEPMAI de me rejoindre pour vous présenter ce qui a été fait cette année autour de deux projets. Le premier, c'est le projet ADEMAR. On va vous expliquer ce qu'est ce projet ADEMAR, financé dans le cadre du Parsada, et on va aussi vous expliquer ce qu'est le Parsada pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, on vous présentera un autre projet, toujours sur la gestion des adventices en culture de PAM, conduit dans le cadre d'un projet Ecofito qui s'appelle le projet OPAMALT. Donc, pour attaquer directement sur ce projet ADEMAR, je vais passer la parole à Anne de l'équipe protection des cultures de l'ITEPMAI. Eh bien, bonjour à tous. Pour démarrer cette séquence, je vais vous présenter dans les grandes lignes le Parsada, dont certains ont certainement entendu déjà parler, mais peut-être pas tout le monde. Le Parsada, c'est le plan d'anticipation face au retrait des substances actives et le développement des alternatives. Donc, c'est un axe du plan Ecofito et il a été lancé en 2023 par le ministère de l'Agriculture pour répondre en fait au retrait progressif des substances actives en Europe et en France. Le ministère de l'Agriculture a listé 75 substances qui seraient potentiellement menacées de retrait à plus ou moins court terme. Et en parallèle de ce retrait des substances, on constate des difficultés pour les filières pour développer et mettre en œuvre les alternatives et les innovations sur le terrain. Et donc, en fait, il y a un gap temporel entre le retrait des solutions chimiques et l'apparition des alternatives sur le terrain. Et donc, le Parsada, son objectif, c'est vraiment d'anticiper et d'accélérer la recherche des alternatives pour apporter des solutions opérationnelles aux producteurs sur le terrain. C'est un dispositif qui est assez inédit dans le sens où il implique les filières tout au long du processus. Il y a eu une analyse d'impact qui a été réalisée au lancement du plan sur l'impact du retrait des substances menacées. Et ça a mené du coup à l'identification des problématiques prioritaires pour chaque filière. Sur ces problématiques, les filières ont également établi l'état des lieux de la recherche, donc des diagnostics, donc le diagnostic initial, et ensuite il y a des plans d'action qui ont été construits pour répondre à ces problématiques. Et donc une fois que ces plans d'action ont été validés par le ministère, il y a des projets de recherche qui peuvent être déposés pour répondre à ces plans d'action, et donc pour vraiment répondre aux besoins des filières. Il y a des moyens conséquents qui ont été mis en place pour le Parsada. En fait, il y a plusieurs vagues de financement. Donc, sur la première vague de financement qui était en 2024, il y a eu 143 millions d'euros engagés, ce qui est assez conséquent pour les filières agricoles, avec 50 projets qui ont été déposés et 28 projets lancés, dont le projet ADEMAR dont on va vous parler par la suite. Sur la vague 2, donc en 2025, c'est la vague qui est en cours. Il y a une enveloppe de 45 millions d'euros qui est allouée à cette vague. Et les projets, là, ils sont en cours d'évaluation et de validation. Donc, vous pouvez retrouver les différents éléments de présentation du Parsada sur le site internet du ministère qui est listé en bas de la slide. Donc, comme je disais, le Parsada, il implique les filières et du coup, il a été construit autour de 8 task force, donc une par filière, dont une task force pour les PAM et le houblon. Donc, cette task force, elle est animée par l'ITEPMAI, qui est entourée également par d'autres structures de recherche, donc le CRIEPAM, la GPH et l'INRAE également. Et elle implique les professionnels des PAM et du houblon. Et puis les instances publiques également font partie de la task force. Donc cette task force, elle élabore et elle construit les différents éléments qui sont nécessaires tout au long du processus du Parsada, donc les diagnostics, plans d'action. Également, elle accompagne le portage des projets. Et il y a des instances d'évaluation et de décision autour de ces différents éléments, donc avec la DGL, donc la Direction Générale de l'Agriculture et de l'Alimentation, le CGAER, qui est le Conseil Général de l'Agriculture, France Agrimaire sur la partie financière, et le CST du Parsada, donc c'est le Comité Scientifique et Technique,
qui évalue les différents projets qui sont déposés. Et in fine, donc c'est la DGAL qui prend les décisions sur les projets qui seront financés par le Parsada. Donc voilà un peu pour la structure du Parsada. Et maintenant pour les projets, donc pour la filière PAM et houblon, donc il y a donc dans la première vague de projets, la problématique numéro 1 qui était remontée, c'est la gestion des adventices sur les PAM. Et donc, il y a un plan d'action qui a été construit, puis un projet qui a été construit et porté par l'ITEPMAI. Donc, le projet a démarré, comme je disais, on va vous le présenter. Et la filière est également aussi impliquée dans d'autres projets qui portent en tout ou partie sur cette thématique des adventices, et notamment des projets transversaux qui sont portés par l'INRAE. Les projets PARAD, ASAP, Métaserve qui portent pas forcément uniquement sur les adventices, mais en partie. Et également, on collabore avec d'autres projets qui portent sur les adventices qui sont portés par d'autres filières. Sur la deuxième vague, la problématique qui a été remontée, impactée par les retraits de substances, c'était une problématique commune aux PAM et aux houblons, c'est le mildiou, avec donc 2 plans d'action qui ont été construits et 2 projets qui ont été portés par l'ITEPMAI et déposés. Projet Moby Dick sur le mildiou du basilic et Pseudo sur le mildiou du houblon. Malheureusement, ces projets viennent d'être refusés. On a reçu le retour récemment. On est en réflexion là pour redéposer un projet commun aux deux filières. Et puis, il y a également une collaboration qui est prévue avec les autres projets mildiou menés par les autres filières, notamment les légumes et la vigne. On travaille également dans le cadre du Parsada sur d'autres thématiques qui n'étaient pas forcément les priorités de la filière, mais dont on est partenaire sur d'autres projets, donc notamment par exemple le projet Accompli, qui est porté par l'UNILET et qui porte sur la gestion des lépidoptères. Donc voilà un peu pour le panel de l'implication de la filière dans le cadre du Parsada. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie et puis à Léonie, qui vont vous présenter le projet ADEMAR sur l'anticipation de la disparition des herbicides pour les PAM. Qui est financé par le Parsada. Donc c'est un projet qui a été construit avec 11 partenaires, qui va durer 5 ans. Et donc là, c'est la première année du projet. Donc je laisse la main à Marie pour la première action de ce projet. Merci Anne. Donc, je vais vous présenter l'action 1 du projet ADEMAR qui porte sur les agroéquipements innovants que je coordonne. Donc, comme vous pouvez le voir, on a de nombreux partenaires pour cette action, notamment Téléspazio qui va vous présenter leurs actions pour le projet plus tard dans la journée, donc je ne vais pas y revenir. Et je vais surtout vous présenter les résultats des essais de cette année. Donc, une sous-action du projet est d'identifier, tester et développer des outils adaptés aux PAM. Donc, d'abord par des tests terrain d'équipements innovants. Donc, on a pu commencer dès mars par tester le robot FarmDroid chez des producteurs et en station d'essai à la FNAMS. Donc, le FarmDroid, c'est un robot autonome électrique avec des panneaux solaires qui permet de semer et d'enregistrer la localisation du semis grâce au GPS RTK. Et ça permet ainsi de biner entre et sur le rang. Donc, on a pu tester ce robot chez un producteur, chez EVR Extraction, sur de l'artichaut, avec donc 2 modalités. Une première modalité robot en ligne, donc c'était une graine semée tous les centimètres, et ensuite binée par le robot. La deuxième modalité a été semée sur la même parcelle par un semoir classique, puis binée par une bineuse classique. Donc, c'était intéressant de tester ce robot dans des conditions réelles chez un producteur, donc sur des plus grandes surfaces. Puis, on a pu le tester sur des parcelles d'essai à la FNAMS, sur de l'aneth, persil, mélisse, thym, ciboulette et mauve. Cette fois-ci, on a rajouté la modalité poké, donc 3 graines tous les 15 cm. Ça permet d'intervenir sur le rang avec les couteaux qui vont donc biner autour des pokés, avec un témoin sans intervention. On a pu se rendre compte avec ces premiers essais en station de l'importance de préparer le sol, pour que le sol soit nickel, ainsi que les semences sans résidus. Ensuite, entre juillet et septembre, on a pu tester le robot Farming GT de Farming Revolution
chez PMA28 et à l'ITEP Mail. Donc, c'est un robot qui a des caméras et un système d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître le centre des plans et d'ainsi biner autour des plans, donc sur l'interrang et sur le rang. Cette fois-ci, il est hybride, donc il a un moteur thermique qui permet de recharger des batteries électriques. Chez PMA28, on a pu le tester sur capucine, cater, thym, verveine et sauge officinale, sur donc du planté et du semé. C'était intéressant de le tester encore une fois chez un producteur et sur des nouvelles cultures pour le robot. À l'ITEP Mail, on l'a testé sur de l'échinacée, de la mélisse, de la lavande et de la menthe, que du planté, avec cette fois-ci un témoin sans intervention. On avait planté en juin et on a eu le robot en août. Donc, les plans étaient déjà assez développés. Donc, pour l'année prochaine, il serait intéressant de le tester sur des stades plus jeunes dès la plantation, donc sur un vrai itinéraire. Et de comparer cette fois-ci avec un témoin biné, parce que c'est vrai que le témoin sans intervention était devenu très sale. Donc, on ne pouvait pas vraiment comparer à une situation plus habituelle. Et on a pu le tester aussi sur radis noir et ballotte chez Promoplante à côté de la station. Donc, les points forts de ce robot, c'est qu'il est compatible avec plusieurs PAM et le développement est rapide. Par exemple, l'échinacée, il ne le connaissait pas du tout. Et après quelques images, on peut commencer à biner. Et plus il apprend, plus il a d'images, plus on peut être précis et venir au plus proche du plan. Ça permet moins de travail manuel interplan. Il y a un bon confort d'usage et peu de vibrations au bruit. Il y a une vraie volonté du constructeur de se développer dans la filière PAM, ce qui est très intéressant. Et un des gros points forts, c'est qu'il est très robuste et il peut biner sur des sols compacts ou caouteux. En revanche, en point faible, on peut mettre que le réglage et le paramétrage est assez fastidieux. Il faut avoir quand même une appétence pour le numérique et pour les nouvelles technologies. Le coût d'acquisition est élevé et il est encore peu développé en France. En septembre jusque récemment, novembre, on a pu retester le robot Farm Droid. Cette fois-ci sur de la coriandre, persil, angélique, ortie et ciboulette. On a eu la dernière version du robot, donc on a pu rajouter la modalité chimique. Ça permet de faire une pulvérisation ciblée sur le poké, donc d'intervenir sur tout le rang et interrang, car les couteaux vont donc au plus proche possible du poké, mais il y a donc cette partie à un diamètre de 7 cm que les couteaux n'atteignent pas, et ça permet donc de cibler cette partie. Encore un témoin sans intervention. Et donc après ce troisième essai Fardorine, on a pu se rendre compte que c'est une solution efficace, surtout pour les cultures à levée rapide. Donc en point fort, c'est un robot qui est autonome et 100% électrique. Il est compatible avec toutes les cultures semées. Le coût est plus abordable que d'autres technologies de précision, parce qu'il n'y a pas de caméra, par exemple. En point faible, il est quand même limité au début de cycle. Quand les plans sont trop développés, on ne peut plus le faire passer, ou moins bien. Et plutôt donc aux cultures qui lèvent rapidement. Le débit de chantier est faible et le semis est un peu plus fastidieux que le binage. Il faut vérifier qu'il y a toujours de la semence, alors que le binage, on appuie juste sur Go et on peut le laisser travailler en autonomie 24 heures sur 24. Ensuite, on a eu la chance d'avoir 4 démonstrations de technologie. D'abord, la bineuse ferrotin dans la station ITEP Mail du Sud. Donc, c'est une technologie attelée qui permet le binage à l'aide de disques qu'on peut voir sur la photo au plus proche du rang, avec une boule d'azote qui permet de ouvrir et fermer les disques. Donc, on a pu le tester sur de la lavande et du lavandin mature. Puis, l'enjambeur porte-outil Cultitrack de Terratech sur du basilic. Donc, cet enjambeur permet de travailler en autonomie parce qu'on peut voir le rang en dessous de nous et donc suivre le rang plus facilement. Puis, la technologie IC Weeder de Lemken. Donc, c'est une technologie attelée qui permet le binage entré sur le rang avec des couteaux qui s'ouvrent et se referment. Il y a donc des caméras qui permettent de reconnaître le centre des plans à l'aide d'un système d'intelligence artificielle sur oignons et salades pour l'instant, ou donc nous, comme on l'a testé sur échinacée et mélisse, avec un système de colorimétrie. Et enfin, une technologie laser, le Laser Weeder de Terra Robotics. C'est une technologie grecque, donc c'est encore une fois attelé. Ça permet un désherbage laser ultra précis grâce à des caméras et un système d'intelligence artificielle qui vient reconnaître les adventistes. Et l'entreprise propose un accompagnement sur mesure pour donc développer sur de nouvelles cultures. Et nous, on a pu le voir sur jeunes pousses et radis.
Maintenant, pour les essais prévus en 2026, on a prévu de tester à nouveau l'IC Reader de Lemken, le robot Farming GT et le robot Farm Droid. Pour, entre autres, certains nouveaux essais, il y aura le petit robot Zoberzog de l'entreprise Zoberzog, le robot Field Friend, les sarcleuses mécaniques de Oliver Agro et un robot laser autonome Catera, qui est suisse. Ensuite, notre partenaire Elatech va développer pour ce projet lors de ces 5 années une planteuse GPS adaptée au binage. Donc, ils ont pu commencer cette année. La première étape, c'est donc géolocaliser lors de la plantation les plants à l'aide de capteurs et d'une antenne GPS. Ce sera également équipé d'une interface utilisateur et d'un logiciel d'enregistrement avec un boîtier récepteur GPS RTK et calculateur. Donc, lorsqu'on a fait cette cartographie de plantation, on peut donc remettre l'antenne GPS sur une bineuse qui sera équipée de rotors symétriques à ouverture et fermeture hydraulique qui viendra donc s'ouvrir et se fermer autour des plants. Donc maintenant, je vais vous laisser visionner 2 vidéos de nos essais robots.
beaucoup. Et je laisse la main à Léonie pour la suite du projet. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais prendre la suite de Marie pour présenter la fin du projet ADEMAR. Donc, l'action 2 sur les innovations phytosanitaires à moindre impact. Bon, cette action, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'elle est en cours de définition avec nos financeurs. On va plus s'intéresser à l'action 3 qui porte sur les pratiques agronomiques et les combinaisons de leviers. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps de travailler sur un socle commun avec une méthodologie d'évaluation technico-économique des pratiques. Donc, pour ça, on a décidé d'harmoniser les protocoles entre les différents partenaires. Ensuite, de travailler avec le logiciel Sister, qui est un logiciel qui a été développé par Arvalis sur Grande Culture pour faire des évaluations technico-économiques de systèmes. Donc voilà, on va essayer de l'adapter au PAM, même s'il n'a pas été construit pour ça. Et enfin, on a choisi également d'organiser des formations pour que les personnes qui vont faire les notations du projet aient une connaissance assez concrète, sachent reconnaître les adventices, et notamment au stade les plus jeunes. Concernant les pratiques agronomiques d'intérêt, donc dans un premier temps, on va les tester individuellement. Donc, pour celles qui concernent la diminution sur la pression des adventices, on va tester dans un premier temps tout ce qui est rotation et interculture. Donc, on a débuté certains travaux pour connaître l'impact de couverts végétaux sur les adventices de la culture suivante, notamment des couverts allélopathiques. Voilà. Et également, avec nos partenaires, on va tester des nouveaux schémas de rotation, notamment sur l'implantation de couverts d'interculture sur lavande, avant la plantation de la lavande. On va également travailler sur tout ce qui est sur l'effet de l'irrigation et de la fertilisation. Donc avec une petite action assez mineure, mais qui est sur tester la qualité de l'eau d'irrigation qui vient du Rhône, donc assez spécifique à une région. Et également donc des tests sur des innovations qui concernent fertilisation et irrigation, donc par exemple tester du goutte à goutte, etc. Et également à partir d'itinéraires plus classiques, voir comment on peut adapter la fertilisation avec le matériel disponible, etc. Voir où est-ce qu'il faut la localiser. Voilà. Ensuite, concernant les pratiques d'agronomie d'intérêt, pour cette fois-ci faciliter la maîtrise des adventices. Donc, il y a une grande sous-action qui est plutôt sur tester les couverts végétaux. Donc, on va poursuivre le projet Couvivert qui avait été lancé par le CRIEPAM, enfin, qui est porté par le CRIEPAM, sur les couverts végétaux hivernaux en lavanderaie en interrang. Et donc, à la suite de ce projet, on va faire un focus, comme a démarré, sur la gestion des adventices, donc sur les adventices, sur la gestion des adventices grâce aux couverts végétaux hivernaux, et également continuer à optimiser les mélanges, donc les espèces, les doses, les dates de semis, etc. Donc, la poursuite du projet. On va également tester quelque chose d'un peu plus innovant qui est les couverts végétaux pluriannuels en interrang de lavande. Donc pour ça, on a commencé par un travail de bibliographie qui a été fait par nos collègues à l'ITEPMAI. Et ensuite, on a réfléchi à faire des mélanges qui semblaient les plus pertinents. Donc on a abouti à 20 mélanges qu'on va tester sur 3 stations. Donc comme vous pouvez le voir, donc l'ITEPMAI dans la Drôme, la station expérimentale de la Chambre d'agriculture de la Drôme et également au CRIEPAM. Donc un peu pour voir 3 climats différents. Et l'idée, c'est de faire des screenings en bande classiques et ensuite de sélectionner les meilleurs candidats et ensuite de pouvoir les passer en parcelles de producteurs. Une autre sous-action de ce projet porte sur les paillages fluides. Donc, dans un premier temps, connaître l'impact du paillage sur la culture et également connaître l'impact du paillage sur les adventices. Donc pour ça, on a mis en place un essai à la station à Chemillé, on a planté de la camomille romaine, de l'échinacée, de la mélisse et de la menthe. Et les paillages qui ont été sélectionnés sont la paille de chanvre, le miscanthus, donc avec 2 épaisseurs, la paille d'orge, la paille de maïs et les copeaux de bois. Donc le paillage vient d'être implanté en octobre, donc on va voir les résultats sur les prochaines années. On va également tester les paillages en rouleau. Donc pour ça, on est en train de faire le travail de bibliographie et on va définir l'essai qui sera mis en place en 2026.
rapidement. On a également prévu de tester un peu des leviers un peu plus innovants qui nous semblent intéressants. Donc, par exemple, cette année, on a testé le papier ensemencé, donc sur différentes cultures. L'idée, c'était donc c'est du papier avec des semences à l'intérieur, et enfin ensemencé. Et l'idée, c'était de tester plusieurs couches de papier, donc soit juste la couche avec le papier ensemencé, soit la couche avec le papier ensemencé avec des couches de papier en dessous. Et l'idée, c'était de voir s'il y avait un impact sur la levée des adventices. Donc, on a eu des premiers résultats qui étaient plutôt intéressants. Et du coup, l'idée, c'est de reconduire l'essai en 2026, donc en retravaillant sur les espèces et sur l'épaisseur du papier. Voilà, on a également prévu de tester l'hydromulching qui sera présenté plus tard, de voir si certaines espèces normalement plantées, si on peut les passer en semis et inversement, et également travailler sur les géométries de plantation, etc. Et enfin, une fois qu'on aura travaillé tous ces leviers un peu de façon individuelle, l'idée c'est de reconcevoir les itinéraires dans leur globalité, donc en fait d'essayer de faire de la combinaison de ces leviers avec des approches un peu plus système, donc sur des essais qui seraient pluriannuels. Donc pour ça, on va s'inspirer de ce qui a été fait dans Opamalt que Julie va présenter juste après. Donc on va mettre en place des ateliers de co-conception, donc c'est-à-dire vraiment réfléchir avec les producteurs sur ce qui pourrait être intéressant de mettre en place. Et ensuite, ces essais seraient mis en place chez des producteurs en station expérimentale. Et on a également comme partenaire le lycée Terre d'Horizon qui va mettre en place un essai système sur 5 ans, donc sur toute la durée du projet. Voilà. Concernant le Parsada, c'est un peu une action qui est assez phare du Parsada, c'est qu'il y a vraiment, c'est très axé sur le transfert et le déploiement de tout ce qu'on va, de toutes les thématiques travaillées. Donc de notre côté, on a prévu de faire des vidéos de démonstration, donc un peu comme ce que Marie vient de montrer, des fiches pratiques et des guides techniques. Donc, vous pouvez déjà les retrouver sur notre site internet, donc les premières, et surtout aussi sur la chaîne YouTube de l'UTAPMAI. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà, on a prévu des choses un peu plus classiques comme des journées techniques de démonstration et de restitution, mais également la création de 2 gros salons de démonstration de machinisme agricole spécifiques au PAM. Donc un qui aura lieu au printemps 2027 dans le sud-est et un en automne 2029 dans le nord-ouest. Donc on vous communiquera les dates dès qu'on les aura. Concernant le transfert, on a également prévu de former les techniciens et les producteurs aux résultats, donc au fur et à mesure qu'on va les produire, et également de les former à tous les outils de cartographie qui seront développés par Téléspazio, qui est partenaire du projet, mais ça sera présenté en fin de matinée, il me semble. Et également travailler avec les producteurs et techniciens de demain, donc avec les lycées agricoles. Donc comme je l'ai dit, on a un lycée en partenaire et on a également la Bergerie nationale en tant que partenaire qui va nous aider à créer les supports de formation pour le lycée notamment. Voilà, j'ai été assez vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez scanner le QR code, vous arriverez sur la page projet. Vous pouvez également nous contacter par mail. Et voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. On peut les applaudir. Vous avez vu ce projet à démarre, c'est un peu le projet pivot des activités autour de la gestion de l'enherbement qui est conduit à l'ITEPMAI avec ses partenaires. Et c'est un projet, une de ses vertus, c'est de pouvoir nous embarquer et de conduire des travaux sur un pas de temps relativement long, en l'occurrence 5 ans. Avec déjà, vous l'avez vu, un certain nombre d'actions et de travaux qui ont été initiés cette année. On va prendre un peu de temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Des questions ou des témoignages, parce que vous avez vu, l'idée, c'est aussi d'associer au plus près les adhérents et les producteurs à ces démonstrations et ces évaluations de nouveaux outils. Donc, si aussi certains d'entre vous veulent témoigner de ce qu'ils ont pu faire autour de ces agroéquipements innovants, ça peut être intéressant aussi de le partager avec l'ensemble des participants. Je ne sais pas s'il y a des mains levées, je ne vois pas bien. Laurent. Ouais. Oui, Raymond Ray, donc juste un témoignage par rapport au paillage. Depuis 3 ans, on a commencé à faire du paillage avec du compost de déchetterie et on a de très bons résultats, notamment pour contenir les
les mauvaises herbes, et en particulier la plante que tout le monde déteste aujourd'hui, je pense, le senson. Voilà, donc c'était pour dire que le paillage, c'est possible et ça marche plutôt bien. Merci. On Il prend y avait une note. question au premier Il y rang. avait quelqu'un aussi. Laurent. Vas-y, Laurent. Pardon. Oui, du coup, j'ai une deuxième question, enfin une question à Raymond. C'est intéressant de savoir quel type de déchets. Je ne sais pas si tu peux nous en dire davantage. Alors, c'est du compost de déchetterie, c'est fait avec des branches de taille et du gazon. Voilà, essentiellement. Et c'est composté à la station et nous, ensuite, on le prend une fois qu'il a été déjà composté, mais on a encore pas mal de paillettes de bois dans le compost. Et il se dégrade petit à petit sur la parcelle. Et à chaque fois que nous récoltons, nous remettons une couche de paillage. Voilà. Et en même temps, ça permet d'avoir un amendement naturel. Ok, merci. Moi, j'avais une question sur les robots là. Alors moi, j'ai pu voir effectivement le Farming GT qui est effectivement assez intéressant en termes de travail. Hein. Il est assez performant, donc c'est rassurant de voir l'évolution des techniques. Moi, la question que je voulais poser, c'est de savoir comment les fabricants du coup perçoivent les contraintes qu'on a dans notre secteur PAM avec toute la diversité des plantes. Hein. Voilà, ça les fait progresser, ça les fait reculer parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Enfin, ça va savoir comment ils perçoivent l'étendue du problème. Alors, je pourrais pas répondre à leur place, mais c'est vrai que, par exemple, les Farm Druid, ça fait un moment qu'ils travaillent avec les PAM. Donc, je pense qu'ils perçoivent le problème en accompagnement le plus possible pour essayer de trouver des solutions. Et pour Farming GT, c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà testé quelques PAM en Allemagne. Et ils ont vraiment la volonté d'en développer davantage dans leur base de données. Donc, je ne sais pas s'ils conçoivent l'étendue du problème, mais en tout cas, ils ont la volonté de vouloir résoudre les problèmes d'enherbement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bonjour, Élise Fabulé, je travaille pour LVMH Recherche. Je suis en charge de la gestion des filières pour le développement des actifs cosmétiques du groupe. Et merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux agroéquipements, parce que du coup, sur vos présentations, j'ai l'impression que c'est surtout sur des plantes annuelles ou les lavandes, elles étaient jeunes. Et moi, j'avais des questions. Est-ce qu'il y a aussi des agroéquipements qui sont développés soit pour les PAM pérennes, ou des lavandes plus âgées ou des rosiers, par exemple? Je sais qu'on a aussi des problématiques d'enherbement sur ce type de culture. Et on est très intéressé pour savoir s'il y a des agroéquipements qui permettraient de désherber voilà, entre les rosiers, des choses avec des branches, mais là, c'est des petites... la machine peut passer au-dessus, mais quand les cultures sont plus hautes, est-ce qu'il y a aussi des... On avait regardé sur vigne, par exemple, mais ce n'est pas totalement adapté, par exemple, sur le rosier. Est-ce que vous avez connaissance de machines qui pourraient s'adapter, certaines que vous avez testées qui pourraient s'adapter, ou d'autres existantes pour ce type de culture? Alors, c'est vrai que cette année, comme vous l'avez dit, on a plutôt fait de l'annuel ou du juste planté. Mais l'année prochaine, on va tester pour des menthes plus installées ou mélisses plus installées. Alors, pour les rosiers, c'est vrai que c'est pas forcément les cultures qu'on avait mis en priorité. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Je l'ai pas mal entendu hier. Donc, je vais un peu plus me pencher là-dessus. C'est vrai que pourquoi pas s'inspirer de ce qu'ils font en vigne. Mais donc, on a encore 4 ans pour tester. Donc, ça va venir. Et du coup, sinon, pour les plus installés, on va donc le petit robot Zoberzog que j'ai montré. Il est très léger, donc de passer au-dessus et de vraiment intervenir sur le rang. Et les technologies laser aussi permettent de passer au-dessus et donc de cibler même entre de la menthe ou de la mélisse. Donc ça, c'est intéressant à plus étudier. Mais je ne pense pas que ça répond à la problématique des rosiers.
Oui, bonjour, Frédéric Langlais, Roberté. Moi, je voulais revenir au niveau du paillage. Est-ce que vous avez dans l'idée d'évaluer un petit peu le management de l'azote? Parce qu'on rajoute voilà, des éléments très ligneux, très carbonés, et potentiellement très demandeurs en azote après pour leur dégradation par les bactéries et les champignons. Voilà, donc, je pense que ça peut potentiellement à la longue impacter le management des composants fertiles. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas prévu d'analyse précise, mais je pense que ça pourrait se faire, hein, parce que du coup, l'idée, c'est de le tester sur plusieurs années. Je sais que dans Opamalt, Julie, vous avez vu des petites fins d'azote arriver sur certains paillages, tu en parleras un peu plus. Là, on vient de pailler, donc je pense que ça va rentrer dans les discussions sur la gestion de l'essai au fur et à mesure. Mais oui, c'est totalement pertinent et je pense que ça va être testé. Après, sous quelle forme? Est-ce qu'on va faire des analyses ou est-ce qu'on va juste faire quelque chose de visuel? On avait testé un chlorophylle... un SPAD, ouais. SPAD, mais bon, on n'arrivait pas à avoir des différences, en tout cas pas assez, pour voir pour essayer de voir la fertilisation du sol, c'était pas assez flagrant, en tout cas sur nos cultures. Oui, aussi de comment la minéralisation se comportera après avec des éléments carbone très très stables comme ça, injectés dans le sol sur 10 ans, 20 ans. Enfin, c'est... Benoît Leduc, producteur. Est-ce que vous avez... je vais pas y arriver. Est-ce qu'il est prévu de calculer le coût économique d'un passage d'un robot, qu'on compare à un passage d'une sarcleuse, qu'on compare à un passage d'un phyto? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas présenté aujourd'hui par manque de temps, mais on travaille aussi sur une méthodologie d'évaluation des agroéquipements et toute la partie économique sera traitée, donc pour voir si c'est intéressant aussi au long terme, comparé avec s'il n'y a plus besoin du tout d'épuration manuelle. Donc oui, ça sera traité. Une dernière question, puis après on va passer à l'intervention suivante. Ouais. Oui, bonjour, Juliette Collop, formatrice au CFPPA d'Angers-le-Frêne. Vous l'avez dit rapidement, mais je n'ai pas compris le lien. Pourquoi vous faites des analyses sur l'eau du Rhône? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers? Non, c'est vrai qu'on est passé très très vite, mais c'est juste que ça fait partie du projet et qu'on ne pouvait pas l'occulter. L'idée, c'était de faire de la filtration pour voir si potentiellement ça a ramené des graines d'adventice. Voilà. Bon. Mais c'est vraiment très localisé. Hein. Merci.